Bonjour et bienvenue sur le podcast 360. Nous voulons tout d'abord vous remercier pour tous vos messages sur les précédents épisodes. Ils nous font très plaisir et nous sommes vraiment touchés par tous vos retours. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouveau épisode sur le thème de la drépanocytose. Et notre invité, c'est Khaira. Khaira se présente. En plus, moi, je t'ai même pas demandé comment tu voulais qu'on t'appelle. Khaira, Khaira. Je t'ai même pas demandé. Vous pouvez m'appeler Oumal. Hein. Ok, donc on a notre invité Oumal avec laquelle on va discuter sur le thème de la drépanocytose. Oumal, est-ce que tu peux te présenter? Je Oui, te bien laisse te sûr. présenter. Voilà. Oui. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Boubacar Manou Oumal Kaira, j'ai 28 ans. J'habite à Toulouse et donc je suis drépanocytaire SS. Et voilà. Et est-ce que la drépanocytose, elle a été détectée dès ta naissance ou après, pendant ton enfance? Euh, Très bonne question. En fait, la drépanocytose a été détectée à mes 1 an. Parce que, en Ouais. fait, mes parents organisaient une fête pour célébrer ma première année. Et suite à cette fête, en fait, j'ai tellement, j'ai tellement dépensé beaucoup d'énergie en jouant avec les autres, etc., que le soir même, je suis tombée très, très malade. Et mes parents ne savaient pas ce que j'avais. Donc, ils m'ont amenée à la clinique. Et ils ont fait plusieurs tests, par exemple pour le palu, etc. Ils ont vu que tous les tests étaient négatifs. Et c'est là, en fait, qu'il y a un médecin qui était proche de mes parents qui a dit qu'il a l'impression, en fait, que c'est plutôt la drépanocytose parce que je semblais être en crise de drépanocytose. Donc, il avait reconnu les symptômes de la crise de drépanocytose. Et du coup, il a demandé à mes parents de faire le test de drépanocytose qui s'est révélé positif. Donc, j'étais drépanocytaire. Ils ont découvert à mes 1 an que j'étais drépanocytaire SS. D'accord. Ça veut dire que tes parents, ils savaient qu'ils étaient quand même, comment on dit ça, porteurs. Euh, En fait, ma mère, elle le savait. Elle a toujours, parce que ma grand-mère est infirmière et donc elle n'a jamais, elle a vraiment elle a toujours pris au sérieux, voilà, ce type d'examen à faire à ses enfants et tout ça. Donc, ma mère, elle savait qu'elle était AS, donc elle était porteuse de l'un des gènes sur lequel il y a la maladie en fait. Donc, quand elle a rencontré mon père, elle lui a dit, quand ils ont commencé à parler de mariage, elle lui a dit, oui, tu sais, il faut que tu fasses un test de drépanocytose parce que moi, je sais que je suis AS, donc je suis porteuse du gène de la maladie. Et si jamais toi aussi, tu es AS, ou bon, je pense pas qu'il aurait été SS sans qu'il ne le sache, parce que quand tu es SS, tu finis par développer la maladie. Donc, à son âge, on n'aurait pas pu dire qu'il était SS, mais il y avait des chances qu'il soit Possible. AS. Mhm. Voilà, qu'il soit porteur du gène et que donc la maladie ne s'exprime pas. Et c'est ça le problème, en fait, quand tu es porteur du gène, c'est que tu n'as pas forcément de symptômes, tu ne sais pas que tu es porteur du gène, alors que tu peux le transmettre à ta progéniture. Du coup, quand ma mère lui a dit ça, il a dit non, moi j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours été Oui. en bonne santé, je n'ai jamais eu de problème et tout. Donc, je ne pense pas que j'ai le gène de la drépanocytose. Et bah, du coup, ils n'ont pas vraiment. Ma mère n'a pas insisté plus que ça. Ils ne sont pas allés plus loin que ça. Il n'a pas fait son test. Ils se sont dit, bon, apparemment, tout va bien. Et au final, bah, je suis arrivée au monde et à mes 1 an, comme je l'ai dit plus tôt, ils ont découvert que voilà, j'avais la maladie.
Donc, c'est là que mon père a su qu'il était en fait AS et que donc moi, j'ai hérité de son gène S et que tous les futurs enfants qu'ils auront seront probablement, pourront être SS en fait. Ok. Juste pour recontextualiser les choses, est-ce que tu pourrais donner une définition de la maladie? C'est quoi exactement? Oui, Quels sont Oui. les... c'est vrai qu'on Parce aurait que, dû commencer par là. voilà, on en Mhm. parle beaucoup de la drépanocytose, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement ce que c'est. Oui, c'est vrai qu'il est important de savoir exactement ce que c'est que la drépanocytose. En fait, la drépanocytose, c'est une maladie génétique de l'hémoglobine, crée une malformation du globule rouge, de certains globules rouges. Mhm. Donc, le globule rouge, il a normalement une forme ronde qui lui permet de passer à travers les vaisseaux sanguins pour apporter l'oxygène dans toutes les parties du corps. Mhm. Mais les globules rouges déformés ne sont pas de forme ronde. Ils sont d'une forme de fossile, c'est-à-dire, on peut dire que ça ressemble à une demi-lune ou un C. Ok. Donc, en plus, ils sont rigides, ils ne sont pas aussi flexibles que les globules rouges qui peuvent voilà, se faufiler aisément dans les vaisseaux sanguins. Les globules rouges déformés par la maladie de l'hémoglobine sont rigides et ils créent des agglutinations en fait dans les vaisseaux sanguins. Donc, Et, il y a des... Pardon? où je voulais poser une question, est-ce que ce sont tous les globules rouges qui ont cette forme déformée ou ce sont quelques-uns? Non, c'est une partie des globules rouges qui se retrouvent déformés. Donc, on a un D'accord. mix des deux, en fait. On a des globules rouges sains, ronds, normaux, mais Mhm. il y a également une partie de ces globules rouges-là qui sont déformés. Et donc, quand ces globules rouges déformés s'agglutinent et créent des blocages dans les vaisseaux sanguins, le sang ne peut plus passer dans ces zones où il y a le blocage. Et donc, l'oxygène ne peut plus passer. Et ça crée des crises extrêmement douloureuses dans la partie où il y a le blocage parce que le corps envoie des signaux en fait pour dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Et en Mhm. soi, la douleur, c'est ça. C'est le signal du corps qui, qui informe en fait qu'il y a un problème. Ok. Et donc, euh, en dehors des crises que créent ces blocages, à la longue, il y a également toutes les complications liées au fait que le sang ne circule pas bien dans le corps et que le corps soit mal oxygéné. D'accord. Et comment manifeste cette douleur-là? Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, c'est une douleur dans les os, c'est une douleur Mhm. au niveau des muscles. C'est quoi exactement? On le ressent vraiment dans les os, en fait. C'est vraiment dans les os. Et en fait, dans toutes les parties du corps où il y a des os, on peut potentiellement avoir une crise là-bas. Genre que ce soit dans les doigts, que ce soit dans les plus grands os des membres, que ce soit au niveau des articulations. On peut avoir une crise douloureuse à cet endroit. Et vraiment, c'est une douleur qu'on ne peut pas expliquer parce que c'est pas le type de douleur de quand, par exemple, tu te coupes la peau ou que tu as une déchirure, en fait. C'est une douleur, je sais pas, elle... Sur une échelle de 1 à 10, tu noterais ça combien? 15. C'est exactement ce que je dis aux infirmières Bon, quand elles me posent la question. Quand je suis en crise et qu'elles me disent, vous avez mal sur combien, à quel niveau sur une échelle de 1 à 10, je leur dis 15, 20, des fois 50. ouais, Mais ça dépend vraiment. Il y a des crises où, quand elles se manifestent, je peux prendre un Doliprane, ça passe, je ne sens pas la douleur. Il y d'accord. a des crises aussi où voilà, j'ai une douleur, un fond douloureux, même malgré les médicaments, mais je peux quand même vaquer à mes occupations. Genre, elle est là, je m'y fais et j'essaie de passer à autre chose, faire ce que je dois faire dans la journée. Mm. Mais le problème, en fait, c'est que soit la crise passe, quand tu prends les médicaments, tu patientes un peu, ça passe, ou soit elle commence à monter, en fait. La douleur commence à monter, monter, monter. Et là, tous les médicaments que tu as à la maison ne font plus effet. Il Et faut c'est aller là à qu'il faut l'hôpital. aller, ouais, voilà, c'est là qu'il faut appeler les urgences et aller très vite pour avoir des médicaments beaucoup plus forts. Ok. Et je vois que c'est quand même une maladie où, en tout cas, beaucoup d'associations
font des dons de sang, au final, ce Mhm. sang-là, à quoi il sert exactement? Oui, les dons de sang aujourd'hui constituent en fait l'un des premiers traitements pour les malades drépanocytaires parce que cette maladie de l'hémoglobine-là crée tout le temps de l'anémie. On est constamment en anémie par rapport aux autres personnes qui n'ont pas la drépanocytose. Mhm. Et donc, quand on se retrouve hospitalisé, généralement, on est très anémié. Et souvent, c'est l'anémie même qui crée la crise parce que quand on n'a pas beaucoup de sang qui circule dans le corps, ça, les crises, ça favorise beaucoup plus les crises, comme le corps est très mal oxygéné par manque de sang. Et c'est vraiment des cercles vicieux, en fait. Et du coup, c'est, c'est la transfusion qui permet de retrouver au moins un L'équilibre. niveau de sang, voilà, un niveau de sang un peu plus, un- qui permet de revenir à un niveau de sang dans le corps un peu plus normal pour les drépanocytaires. Et aussi, ce qui est bien avec la transfusion, c'est que comme on t'apporte du sang qui a des globules rouges sains, où il n'y a pas de globules rouges mal formés, en fait, ça aide ton corps à voilà, avoir une circulation un peu plus normale, un peu mieux oxygénée. Et ça permet de combattre la crise, casser la crise, en fait. D'accord. Est-ce que c'est tout le temps quand tu vas à l'hôpital que la personne a besoin de dons de sang? Ou bien c'est vraiment une solution, enfin, une option? Ou bien c'est vraiment tout le temps, Mhm. à chaque fois que tu te retrouves aux urgences, il faut absolument qu'on te mette du sang? Non, ce n'est pas tout le temps. Par exemple, je peux avoir une crise, aller aux urgences et suite aux analyses, ils vont voir que voilà, j'ai un taux de sang normal, quoi. Je ne suis pas en anémie sévère. Donc là, ils vont plus se concentrer sur me mettre des médicaments qui vont faire passer la crise, passer les douleurs. Et si jamais les douleurs s'arrêtent en quelques jours, je peux partir à la maison et voilà, là, me concentrer plus sur avoir une alimentation qui va favoriser le fait que mon taux de sang reste normal ou qu'il augmente, ou bien prendre du fer, etc., pour ne pas que l'anémie devienne plus sévère justement à cause de la crise que j'ai traversée. D'accord. Ok. Donc, la transfusion n'est pas systématique. Et après, il faut savoir aussi qu'il y a énormément de complications, comme je le disais plus tôt, par rapport à la drépanocytose. Donc, il se... souvent, on est hospitalisé par rapport à ces complications-là, en fait. D'accord. Ok, D'accord. Et est-ce que tu peux nous citer quelques complications qui sont liées à la drépanocytose? Donc, parmi les complications, on va dire un peu bénignes, c'est-à-dire celles avec lesquelles on peut vivre tous les jours sans avoir à rester à l'hôpital. Il y a les ulcères de jambes. Par exemple, les ulcères de jambes, en fait, c'est que quand tu te coupes un peu à la jambe ou que tu as une petite plaie, hein, de rien du tout, vu que le sang est mal oxygéné, surtout dans les membres inférieurs, ça favorise le fait que la plaie ne guérit pas. Donc, on peut se retrouver avec une grosse plaie qui s'étend de jour en jour et qui ne se referme D'accord. pas, en fait. Et il y a certains D'accord. drépanocytaires qui sont obligés de vivre avec cette plaie au quotidien, donc avoir un pansement au quotidien, en prendre soin au quotidien, en espérant qu'elle se referme. Et ils peuvent passer des années comme ça. Et quand ne se referme pas et qu'elle devient vraiment trop critique, on peut même avoir recours à la greffe de peau pour que la plaie se referme, en fait. Et le problème en Afrique, c'est qu'il y a plein de drépanocytaires qui en souffrent, mais comme la médecine n'est pas très évoluée dans certaines parties où elle n'est pas accessible au vu du coût que représente la greffe de peau, par exemple, il y a des malades qui ont cet ulcère-là pendant des années et qui sont obligés de vivre avec, en fait. Wow. ok. OK. Et Quand même paradoxal parce que j'aurais appris que, en fait, cette maladie-là, c'est une maladie qui est quand même, qui concerne, si tu veux, les gens de couleur. Donc, je me dis pourquoi en Occident, les gens, ils arrivent quand même à maîtriser cette maladie-là, alors que nous-mêmes qui sommes concernés en Afrique, par exemple, on a encore du mal.
à traiter cette maladie ou Oui, bien à à prendre des soins. en charge correctement, quoi. Oui, c'est ça. En fait, on dit que c'est une maladie de personnes de couleur parce qu'elle est apparue dans les zones où il y a le paludisme, en fait. Et on dit, en fait, que la maladie, la modification génétique s'est faite au fil des années pour protéger les populations qui étaient tout le temps victimes du paludisme. Donc, c'est pour ça que ça affecte plutôt les personnes qui vivent dans les zones où il y a le paludisme. Mais sinon, il y a aussi, du fait des métissages, etc., maintenant, beaucoup de personnes blanches, si je peux le dire comme ça, qui ont également la maladie. Et pourquoi est-ce la prise en charge est meilleure ailleurs, en Occident, justement, par rapport à l'Afrique? C'est tout simplement par manque de moyens. J'ai l'impression que ce n'est pas une Financier. priorité, en fait. Voilà, il y a le manque de moyens financiers. Les investissements ne sont pas faits correctement pour qu'il y ait des centres de référence assez compétents pour prendre en charge la maladie. Donc, les patients ne bénéficient pas d'un bon suivi, en fait. Après, c'est une maladie avec laquelle on vit jusqu'à sa mort tant qu'on ne fait pas de greffe de moelle osseuse. Aujourd'hui, il n'y a que la greffe de moelle osseuse qui permet de guérir définitivement de la maladie. C'est un traitement très lourd, très coûteux. Et même ici, ce n'est pas tout le monde qui y a accès ou ce n'est pas tout le monde qui saute le pas parce que quand la greffe ne marche pas, on se retrouve à avoir beaucoup plus de problèmes que la drépanocytose en elle-même et avoir également il y a également des risques en fait que la personne perde la vie tout simplement. Donc ici, le traitement consiste en quoi? À mettre des médicaments forts comme par exemple la morphine, d'autres médicaments voilà, pour lesquels il faut vraiment avoir une certaine compétence avant de pouvoir les administrer aux malades. Il y a également les échanges transfusionnels, c'est-à-dire on te met du sang d'un donneur en parallèle, pendant qu'en parallèle, on t'enlève, toi, ton sang où tu as beaucoup de globules rouges déformés. Et ça aussi, c'est un traitement très coûteux qui nécessite des machines, mais vraiment de grosses machines qui coûtent cher aussi à avoir. Et voilà, en fait, c'est vraiment un problème de moyens financiers parce qu'aujourd'hui, si, par exemple, à Niamey, notre centre de la drépanocytose pouvait bénéficier de ces machines-là qui permettent de faire l'échange transfusionnel ou bien de machines parce que les antidouleurs qu'on nous met aussi passent à travers des machines qui mettre de manière automatique le médicament. Par exemple, la morphine, quand on me la met, c'est à travers une machine. Je peux appuyer sur la machine pour recevoir des doses et c'est la machine elle-même qui compte le nombre de millilitres à m'envoyer chaque minute, si vous voulez, ou chaque heure. Et si à Niamey, on avait ça, par exemple, ça allait beaucoup soulager les patients. Aujourd'hui, quand on va au centre de référence à Niamey, même le simple oxygène qu'on met aux patients pour essayer d'oxygéner leur sang, essayer de casser la crise par cette méthode-là, c'est dur à trouver là-bas, en fait. Quand on va au centre de référence, on a vraiment le cœur brisé de voir les conditions dans lesquelles les malades sont par manque de moyens. C'est où se trouve le centre à Niamey? Le centre, il se trouvait avant au niveau, en face de la mort. C'est là où il y a Bâtiment, là, oui, le oui. nouveau bâtiment. Je crois que Gandhi, c'est... là. Oui, voilà. Il était là-bas avant, mais vu qu'ils ont construit le nouveau centre Mahatma Gandhi, ils l'ont déplacé au terminus. Donc, il est au terminus. Moi, j'ai visité, bon, j'y étais déjà allée parce que j'étais en crise et que, bon, là-bas, les médecins connaissent bien la maladie. Ils savent comment faire pour soulager les patients. Donc, j'y étais allée, mais franchement, les conditions des malades brisent le cœur, en fait. C'est public ou bien c'est comme une clinique privée, c'est payant? C'est public, les soins ne sont pas facturés et les médicaments, euh, l'achat des médicaments est subventionné. Donc, par exemple, sur, je sais pas moi, un médicament qui coûte 5 000 francs, le patient ne paye que 1 000 francs. Ok, c'est quand même bien. Oui.
Oui. Et Et c'est financé par quel organisme? Je pense que c'est financé par l'État, hein. C'est financé D'accord. par l'État, je crois. Bon, je ne sais vraiment pas, hein. Je n'ai pas envie de donner de fausses informations, mais j'ai l'impression que c'est un centre financé par l'État. D'accord. Et du coup, là, moi, j'aurais des questions plutôt au niveau de ton quotidien, parce que je pense qu'avec tes explications, on a bien compris que c'est une maladie qui est difficile, au quotidien. Et bon, moi, je te connais personnellement et voilà, je sais que tu, tu, tu as une vie bien rythmée, tu travailles, tu attends, voyages. Et est-ce que parfois ça te freine dans tes projets, pendant tes études? Parce que je le précise, tu as fait de longues études aussi. Est-ce que ça a été un frein pour toi dans tes études, dans ton travail, dans ton quotidien? Oui, la maladie a été un très gros frein pour moi. Et je pense que c'est la plus grosse difficulté, en fait, de d'avoir cette maladie-là. Ce n'est même pas les crises, parce qu'en soi, les crises, quand voilà, on est hospitalisé, on est pris en charge, ça dure quelques jours, quelques semaines, puis voilà, ça passe. Mais c'est le quotidien avec la maladie, en fait. Moi, je dirais que ma plus grosse difficulté, c'est la fatigue chronique. Et la fatigue chronique ne me fait en sorte que je n'arrive pas à vaquer à mes occupations comme il se doit. Et euh, on on n'a pas forcément l'empathie des autres ou la compréhension des autres. Par exemple, quand j'étais à la fac, mes professeurs me voyaient bien portante. Par exemple, je pouvais venir en TD, je ne sais pas moi, un lundi, et le mardi me faire hospitaliser de manière subite. Et du coup, lui, le professeur, comme il me voit bien portante, il ne voit pas mon handicap parce que c'est un handicap invisible. oui, Il pensait en fait, pour la plupart, quand revenais avec mon arrêt maladie, en leur expliquant que voilà, j'ai été hospitalisée ou bien que je suis restée à la maison parce que j'avais une crise, j'avais de la fatigue, j'avais des douleurs. Ils n'arrivaient pas à me croire en fait. Je voyais qu'ils ne me croyaient pas parce que eux, pour eux, ah, la veille, j'étais en cours, tout se ah, passait c'est bien. Comment? frustrant quand même. Pardon? C'est frustrant quand même qu'on ne te croit pas. Voilà. C'est vraiment frustrant parce que eux, ils ne voient pas tous les sacrifices en fait que je fais au quotidien, rien que pour pouvoir me lever du lit, aller en cours, alors que j'ai tellement de fatigue. En fait, c'est une fatigue que vous ne pourrez pas comprendre. C'est le genre de fatigue où tu te lèves du lit, tu t'assois et tu remets toute ton existence en question. En fait, tu te demandes pourquoi je fais tout ça, pourquoi je dois me lever du lit, pourquoi je continue à m'accrocher alors que je peux tout simplement rester à la maison et voilà, me dire que je suis malade et que je vais, je n'ai pas, comment dire, je n'ai pas la force Continue. de continuer. Je peux tout simplement rester chez moi, laisser ma famille m'occuper de moi, etc. Et c'est vraiment une bataille qu'on a avec soi-même. Et quand on arrive à surmonter tout ça, se lever, aller en cours, justifier par des documents de médecins et tout, qu'on n'a pas pu venir en cours parce qu'on était malade, qu'on était hospitalisé, qu'on a pu surmonter tout ça pour venir, qu'on n'a pas pu surmonter tout ça pour venir parce que voilà, il y avait la crise, il y avait les douleurs, et que tu es en face d'une personne qui ne te croit pas, qui remet ta parole en doute, c'est vraiment, c'est frustrant, c'est douloureux, ça donne envie de baisser les bras. Et moi, c'était mon principal problème en fait. J'ai des profs qui m'ont dit que par exemple, j'avais une prof de droit un jour qui m'a dit qu'elle pense que ça serait mieux pour moi de redoubler, alors que j'avais la moyenne, hein. J'avais mon cela, je pouvais passer en année supérieure. Elle me dit qu'elle pense qu'il vaudrait mieux que je redouble parce que voilà, je n'ai pas assisté à beaucoup de cours, etc. Et on se dit en fait, dans ce genre de moment-là, mais est-ce que cette personne
se rend compte de l'impact que ça a sur une personne malade qui arrive à surmonter tout ça pour essayer d'avoir une vie normale, est-ce qu'elle se rend compte qu'un redoublement, en fait, c'est refaire la même chose encore. C'est refaire la même chose, c'est me mettre en retard pour rien. C'est me mettre en retard pour rien. Et c'est dans ces moments-là qu'on voit vraiment la méchanceté de l'être humain. Parce que, par exemple, en Master 2, j'étais presque à la fin de mon Master. J'avais quelques examens à faire, j'avais mon mémoire à rendre. Je suis tombée malade. Ils ont découvert que j'avais eu une des complications de la drépanocytose. En fait, si vous voulez, au niveau de mes hanches, les têtes fémorales de mes jambes n'ont pas été bien irriguées en sang, ce qui a créé une nécrose. Et cette nécrose-là, elle est irréversible. Là, le seul traitement que j'ai eu directement, c'était que j'ai dû être immobilisée pendant plus d'1 mois en fauteuil roulant, le temps que mes jambes se remettent un peu et que je puisse me remettre sur pied et marcher. Mais cette complication-là, en fait, elle évolue au fil du temps. Et ils attendent, en fait, que les os de mes hanches-là soient dégradés au point où je dois subir une opération pour me mettre une prothèse, pardon. Donc, on a découvert cette complication-là pendant mon Master 2. Ma responsable, de Master est venue me voir à l'hôpital. Elle était à mon chevet. Elle m'a vue pleurer. Elle m'a vue être plus bas que terre en apprenant cette nouvelle. Parce que moi, au lieu de m'inquiéter pour ma santé, moi, je pensais à mon master, je pensais à mon année. Je pensais au fait que j'allais rater mes examens et tout. Elle m'a dit, non, ne t'inquiète pas. On va faire en sorte que tu aies des rattrapages, voilà, que tu puisses rendre ton mémoire en retard par rapport aux autres. C'est pas grave, ne t'inquiète pas, concentre-toi sur ta maladie, sur ton état de santé. On fera en sorte que tu puisses valider ton année. J'ai dit OK. Donc, j'ai été en fauteuil roulant pendant plusieurs semaines. Je me suis remise, j'ai repris mon alternance parce que j'étais en alternance. J'ai repris mes cours là où ils étaient. Puis, il y a eu les vacances. Elle est partie en vacances. À la rentrée, je lui ai fait plusieurs mails. Ma responsable de stage d'alternance lui a fait plusieurs mails également. Elle n'a pas répondu. La dame a attendu que la période pour passer les rattrapages passe pour me faire signe, pour me dire que je ne pouvais plus passer de rattrapage et que je devais reprendre mon année. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as repris? Et donc, malgré tous mes efforts, j'ai dû reprendre mon année de Master 2. En fait, une année presque sabbatique parce que je n'avais que quelques examens à passer en fin d'année et mon mémoire à rendre. Et je me suis dit, en fait, je n'arrivais pas à réaliser à quel point une personne pouvait être méchante à ce point-là. C'est-à-dire venir me voir mon état, me faire des promesses. Parce que moi, j'aurais préféré qu'elle me dise non, tu ne pourras pas passer ton année, tu vas redoubler pour que j'encaisse le choc et que je m'y fasse. Mais me faire des promesses comme ça, me faire reprendre une année, bêtement, désolée du mot si je peux le dire comme ça, me faire reprendre une année, toute une année pour quelques petits examens qu'elle aurait pu s'arranger à me faire passer en rattrapage, ça m'a... Peut-être que pour vous, c'est pas grave, c'est rien par rapport à mon état de santé, mais moi, j'ai pas digéré la chose, en fait. Tu n'avais pas besoin de ça en plus de ton... Non, mais c'est grave. C'est grave parce qu'effectivement, elle n'a pas été honnête. Et non seulement elle n'a pas été honnête, mais aussi elle a porté un coup dur à une personne qui était déjà dans un état difficile, en fait. Exactement ça. Et je me suis dit, si chaque année, chaque prof s'amuse à me demander de redoubler parce que telle chose, parce que ci, parce que ça, en fait, j'aurais passé combien de temps à faire des études? J'aurais passé Si j'avais écouté la prof de droit qui m'a demandé en licence de reprendre mon année, j'aurais eu une année, j'allais reprendre une année. Celle-là encore qui m'a fait reprendre mon année de master. J'aurais repris 2 années.
Sans compter que quand Rabi, toi et moi, on a fait la même classe. Et Oui. j'ai repris une classe exactement. J'ai repris, voilà, j'ai redoublé au collège Troisième. Oui. en troisième, voilà. Et c'était pareil. J'ai été hospitalisée pendant un mois. Je ne suis pas allée en cours. Et notre proviseur a décidé en fait que les élèves qui étaient en difficulté n'allaient pas passer le Le brevet. brevet, je m'en rappelle. Et du coup, suite à cette hospitalisation, il n'a pas voulu me donner mes chances. Il s'est dit que je n'allais pas avoir le brevet, etc. Et que ça serait mieux de redoubler. Donc, j'avais repris cette classe-là. En tout, j'ai repris 2 fois. Oui, j'ai repris 2 fois, tout simplement parce que des personnes n'ont pas voulu faire l'effort de me donner une chance, n'ont pas voulu m'apporter les aménagements nécessaires, comme toute personne handicapée devrait les aménagements que toute personne handicapée devrait avoir, en fait, pour essayer d'être un peu plus au même pied d'égalité que les autres. Et je comprends aujourd'hui les drépanocytaires qui arrêtent les études, qui ne vont pas loin, parce que c'est vraiment dur, hein. C'est vraiment dur de pouvoir garder le cap, de faire de longues études, de travailler. Et au travail, j'ai aussi les mêmes difficultés parce que quand ton patron te voit, ton manager, par exemple, te voit bien portante la veille et que le lendemain, tu dis que je ne peux pas venir au travail parce que voilà, j'ai mal ou je suis malade ou que je suis aux urgences, etc., il ne te comprend pas forcément ou il ne te croit pas forcément. Et Surtout Et tu es au courant de ton état avant de te faire embaucher? justement, ici, moi, j'ai un statut, j'ai été reconnue personne handicapée à un certain pourcentage. Mhm. Donc, ce statut-là me permet d'avoir une reconnaissance formelle écrite de mon handicap est reconnu de manière formelle et ce papier-là de reconnaissance me permet en fait de montrer à mon employeur que voilà, j'ai été reconnue comme personne handicapée, j'ai peut-être besoin d'aménagement, j'ai besoin aussi qu'il y ait une certaine compréhension de leur part, etc. Au moins, ils Et sont, pardon? au moins, ils sont au courant. Voilà, ils sont au courant. Et au début, en fait, par exemple, quand je cherchais mon alternance, quand je cherchais mon travail, euh, j'ai je présentais cette reconnaissance de personne handicapée. Et tu te rends compte que ce document qui est censé t'aider handicap. constitue lui aussi un frein parce que quand tu passes des entretiens et que l'employeur se rend compte de ton statut, il ne donne pas suite. Parce qu'il se dit, ah, je vais avoir une personne handicapée qui ne pourra pas travailler à 100% comme une personne qui n'est pas malade, etc. J'ai compris en fait que c'était ça le problème. Et je passais plusieurs entretiens, je n'étais pas rappelée. Et la seule fois où je n'ai pas présenté ce document, j'ai été prise en alternance, par exemple. D'accord. Bon, ça en dit long sur la C'est mentalité des ça. gens parce que tu vois beaucoup d'entreprises faire des publicités, qu'ils acceptent Mhm. l'handicap, qu'ils sont très handicap-friendly et tout. Alors que, bon, dans les faits, les actes ne suivent pas forcément. En fait, Non. c'est surtout stratégique. C'est un outil commercial, si tu veux. Voilà. Parce que quand ils vendent, enfin, par exemple, quand ils font des projets, c'est toujours bien de présenter qu'on a tel pourcentage de femmes qui travaillent pour nous, on est pour l'égalité des sexes, on a un Mhm. pourcentage de personnes handicapées qui travaillent pour nous. C'est vraiment commercial, hein, tout ça, c'est des C'est arguments ça. commerciaux. C'est exactement ça. Mais après, moi, je me suis dit en fait que après mon année d'alternance, j'ai eu énormément de difficultés parce que je n'ai pas justement informé mon employeur de mon statut d'handicapé, de travailleur handicapé. Après, dans la loi, j'ai le droit de ne pas informer mon employeur, hein. C'est selon mon bon vouloir. Mais j'ai vu que ça créait beaucoup plus de problèmes parce que euh, mon employeur ne comprenait pas, etc., pourquoi j'étais souvent absente. Et c'est pendant mon année d'alternance là que j'ai dû être immobilisée en fauteuil roulant pendant plusieurs semaines. Donc, j'ai fait plusieurs mois sans aller au travail. Si on cumule euh, mon absence
quand j'étais en fauteuil roulant et toutes les hospitalisations que j'ai eues. Franchement, dans l'année d'alternance, là, il y a beaucoup de mois, en fait, où je n'ai pas été présente en entreprise. Et j'ai vu que je n'avais pas l'empathie qu'il fallait ou je n'étais pas comprise, en fait. Et je peux comprendre parce que, du coup, je ne leur ai pas montré mon statut. Et je me dis que si je leur en avais parlé, ils auraient peut-être été beaucoup plus compréhensifs par rapport à mes absences. Et donc, quand j'ai commencé à chercher un emploi après mon diplôme, je me suis dit que même si j'ai 10 000 refus, je vais continuer à présenter le document, cette reconnaissance de travailleur handicapé là pendant mes recherches d'emploi parce que je ne voulais pas me retrouver face à la même expérience que j'ai eue pendant mon alternance. Et je me suis dit, je préférais une entreprise qui ne me qui rejettent ma candidature parce qu'ils savent qu'ils n'auraient pas été, je sais pas moi, ils n'auraient pas pu me mettre en place tous les aménagements dont j'ai besoin, ils n'auraient pas pu être à l'écoute, etc. Je me dis, c'est Dieu même qui fait en sorte que l'entreprise ne me sélectionne pas parce que j'aurais peut-être souffert en fait en travaillant pour cette entreprise-là avec ma maladie. Et je me dis, j'ai placé toute ma confiance en Dieu. Je me suis dit, je te fais confiance, même si j'ai 10 000 échecs. Je te laisse choisir pour moi l'entreprise qui sera au courant de mon statut, qui l'acceptera et qui, du coup, ne pourra, ne pourra pas me créer de problème, en fait, en cas d'absence ou au cas où, voilà, je m'absente longtemps, ils comprendront. Et au final, j'ai trouvé une bonne entreprise qui vraiment essaie de me faciliter la vie. Quand je me sens pas bien, je peux dire à mon manager, je me sens pas bien aujourd'hui. Est-ce que je peux me mettre en télétravail, par exemple? Il me dit, OK, il n'y a pas de souci. Quand je suis hospitalisée, je lui en fais part. La première fois que j'étais hospitalisée, j'ai essayé de lui expliquer, etc. Il m'a dit, écoute, Omal, je ne veux rien savoir. Donne ton arrêt maladie au RH. C'est elles qui doivent s'en occuper. Remets-toi sur pied et tu reviens travailler quand tu le peux. Et je C'est me beau de dis, voir ça quand même. oui, oui, franchement, ça, tu as un point en moins, tu sais que voilà, tu n'as rien caché. Par exemple, pendant mon alternance, j'avais ce poids-là, je me disais, mais tu as caché ton statut et tout, tu ne peux pas venir te plaindre si les personnes ne comprennent pas ta situation, etc. Parce que j'avais l'impression d'avoir été malhonnête quelque part, tu vois. Là, je sais que je suis totalement transparente, je te fais part de mes difficultés. Si tu ne veux pas m'accompagner ou si tu n'es pas compréhensif compréhensif envers La mon situation. statut, ma situation, voilà, euh, tu ne pourras pas me le reprocher ou là, aujourd'hui, mon manager ne pourra pas dire oui, mais elle ne me l'a pas dit. Moi, si elle me l'avait dit, j'allais pas me comporter comme ça, etc. Pour justifier, en fait, son comportement avec moi. Non, aujourd'hui, moi, je sais que je suis transparente. Si j'étais tombée sur un manager voilà, qui me harcelait ou bien qui me menait la vie dure, j'allais, moi, au contraire, pouvoir démontrer à tout le monde que non seulement je lui ai dit que j'avais une maladie, que voilà, j'avais un statut de travailleur handicapé, etc. Je pourrais montrer au monde entier, voilà, que la personne est juste, comment dire, que c'est une personne qui n'est juste pas empathique, en fait, et qui connaît très bien ma situation, mais qui ne m'aide pas à pouvoir y faire face. Et au final, tu as pu finir tes études, tu as quand même pu trouver du travail. Qu'est-ce qui t'a fait tenir au final? Parce que tu disais que Mhm. souvent, il y avait des moments où tu avais vraiment plus envie de rien faire. Qu'est-ce qui t'a, Mhm. qu'est-ce qui te poussait, qu'est-ce qui t'empêchait de t'apitoyer sur ton sort? Je ne vous cache pas que quand j'ai dû reprendre mon année de master, euh, j'ai fait face à une dépression. C'était la première fois que je faisais face c'était la première fois que je connaissais véritablement la dépression, en fait. C'est vrai que pendant toutes mes années, j'ai toujours eu des moments, je sais pas, des hauts et des bas, Mhm. mais euh, quand j'ai dû reprendre mon année de master, franchement,
Ça n'allait plus du tout. Parce que j'avais l'impression que tous les efforts fournis, tous les sacrifices fournis n'avaient C'était pas vain. payé, en fait. Dans ma tête, je me suis dit, bon, j'aurai mon master, c'est l'année où j'aurai mes 25 ans. Je n'ai pas pris beaucoup de retard. Je vais commencer à travailler. J'avais des projets plein à la tête. Et le fait d'avoir repris mon année, ça a tout coupé, en fait. Ça a coupé tout cet élan. Et donc, comme je vous l'ai dit, quand j'ai repris mon année de Master 2, j'étais pas très occupée, en fait. Et j'étais toute seule à la maison. Je crois que c'est l'année également où il y a eu Covid, confinement. Donc, j'étais toute seule face à toutes ces idées noires, ces idées sombres qui me traversaient la tête. Et je me suis rendu compte que vraiment, ça n'allait pas. J'ai baissé les bras. Je me suis dit, bon, tu as fait de ton mieux. Là, tu es arrivé au moment où tu n'as plus la force de continuer, tu n'as plus la volonté de continuer. Ça ne sert à rien parce qu'on se dit que ça ne sert à rien en fait. Quand tu vois tous les efforts que tu mets pour essayer d'avoir une vie normale comme les autres et que tu es constamment cassé, tu te dis que ça ne sert à rien. Tous les efforts que tu mets à faire les choses comme il se doit, à essayer de... Parce que pendant mes années de fac, je révisais même des fois à l'hôpital. Je révisais à l'hôpital. Je préparais des examens à l'hôpital. Tu étais Alors que vraiment je devais être... déterminée, hein. Pardon? Tu étais vraiment déterminée. C'est ça, alors que je devais rester focus sur mon état de santé, en fait. Non, moi, ma priorité, c'était les cours, c'était l'école, c'était vouloir m'en sortir. Et j'avais toujours cette volonté de vouloir vivre comme les autres, être comme les autres. Alors que c'est pas la chose à faire, en fait. Il faut accepter qu'on a une différence, qu'on ne sera jamais comme les autres et organiser sa vie autour de ça, en fait. Donc, pour en revenir à cette période assez sombre de mon parcours, donc j'ai passé ma dernière année enfermée chez moi. Voilà, j'ai rattrapé mes derniers examens, j'ai rendu mon mémoire. Et même en rendant mon mémoire, j'ai eu les bâtons, on m'a mis les bâtons dans les roues. Ma responsable de master, qui n'avait pas digéré le fait que je lui ai dit ce que je pensais de sa façon de faire. Ma responsable d'alternance également, qui a totalement changé envers moi. Et tout ça, je pense que c'est parce qu'elle croyait que je n'étais pas motivée, que je faisais semblant d'être malade, etc. Donc, j'ai eu vraiment beaucoup de problèmes par rapport à la remise de mon mémoire. Elles m'ont vraiment créé plein de blocages. Mais Dieu merci, j'ai pu soutenir, j'ai pu valider mon année. Et suite à ça, j'ai décidé que je n'allais pas travailler directement. J'ai pris une autre année pendant laquelle je suis rentrée au pays pendant plusieurs mois parce que je me suis rendu compte que j'avais besoin d'être avec ma famille. J'avais besoin du soutien de ma famille, en fait. Je suis désolée. Oh, Oh, faut prends pas. ton temps, prends ton temps. En fait, je tiens vraiment à en parler parce que il faut Oui. que les gens sachent ce que c'est que la maladie. En dehors des crises, en dehors des complications, en dehors de comment elle nous atteint sur le physique, il est très important également que les gens sachent comment c'est dur mentalement aussi. Oumal, prends quelques minutes et prends vraiment le temps qu'il te faut. C'est pas, on est là et puis prends vraiment le temps qu'il te faut. Prends un verre d'eau, essaie d'évacuer au maximum avant de continuer. Non, ça va passer. C'est sûr que ça va? Oui, ça va aller. Ok.
Tu es vraiment très forte hein, comme personne. Ouais. Oui, moi, c'est la personne la Oui. plus forte que je connaisse. Moi, je Mais ne te connais vraiment. pas personnellement, mais je te vois sur Instagram et même là, en t'écoutant parler de ça, comme si, alors que derrière, on sait que, enfin, on ne peut pas savoir ce que ça fait, mais j'imagine que c'est vraiment très, très, très difficile au quotidien de vivre avec cette maladie-là, mais tu ne lâches rien, tu essaies d'avancer et c'est vraiment admirable. Mm. Merci les filles, c'est gentil. Coucou, Omal. Comment tu vas? Ah, Ali, tu nous as Ça rejoint? va, Omal, ça va. Tu vas bien, désolée, hein, des péripéties de Niamey. Non, c'est pas... Donc, je ne sais pas, je ne connais pas les questions que les filles ont posées. Je ne vais pas répéter la même chose. Mais c'est comme a dit Mamou, vraiment, Omal, machallah, quoi. En fait, Omal, sur son Instagram, tu passes de. Aujourd'hui, tu viens là, elle est en bonne santé, genre, elle est en bon blago, elle est. Machallah. Et 2 jours après, tu reviens, Omal est malade. En fait, elle est malade, elle est à l'hôpital, elle a passé une semaine, elle a disparu et elle revient. Et tu te dis, waouh, en fait, aujourd'hui ça va, demain ça va pas. Et tu ne sais pas quand ça va pas, en fait. C'est une Elle est guerrière. là debout, en bonne santé, et clac, le soir, elle est malade. Et franchement, ça, je pense, c'est une épreuve vraiment, vraiment, machallah, quoi. Du coup, moi, j'ai une question encore plus intime. Parce que j'avoue que là, on est émotif. Et en fait, ma question, c'était aussi par rapport à tes relations. Donc, on a abordé ton quotidien, ton parcours, le côté pro. Et donc, au niveau des relations, que ce soit amicales ou les relations amoureuses, comment tu gères tes relations, particulièrement amoureuses, parce que du coup, dans ton cas, ça a un impact sur ton partenaire et sur tes enfants à venir. Comment tu gères cet aspect? D'accord. Je vais commencer par mes relations amicales. Je dirais que il est très important, en fait, de s'entourer de personnes qui sont vraiment là pour soi de manière honnête, en fait. J'ai vraiment des amis formidables. J'ai des personnes de ma famille également formidables qui, par exemple, j'ai une amie, elle n'hésite pas à prendre un train, venir me voir quand ça ne va pas, m'aider. Avant, on habitait dans la même ville. C'était pas un problème pour elle de venir chez moi, faire le ménage, me faire à manger, s'occuper de moi. Et en fait, quand on a une maladie, quand on est malade ou qu'on a un problème, c'est dans ces moments-là qu'on voit vraiment les personnes qui nous aiment Inconditionnel. de manière inconditionnelle et ça permet de faire le tri autour de soi. Et moi, bon, comme j'ai grandi avec la maladie, le tri s'est fait de manière naturelle en fait. Les personnes qui savaient, qui pouvaient m'accompagner, qui pouvaient rester avec moi malgré la maladie, pour lesquelles je ne constitue pas un fardeau, sont restées avec moi depuis mon enfance et ont toujours été présentes pour moi. Donc, par rapport au plan amical, il faut vraiment pouvoir faire attention aux personnes qu'on fréquente. Quand on a de nouvelles personnes dans notre entourage, on peut les observer quand on est en crise, quand on est malade, parce qu'elles ne viennent pas nous voir, elles s'en foutent, elles ne sont pas empathiques. Et du coup, naturellement, tu t'en éloignes en fait. Donc, moi, mon cercle amical et familial est très restreint, vraiment, surtout le cercle amical. J'ai quelques amis, mais c'est vraiment des personnes sur lesquelles je sais que je peux compter H24 en fait. Maintenant, par rapport aux relations amoureuses, c'est là où c'est très difficile. Parce que déjà, moi, ce que je conseillerais aux drépanocytaires, c'est d'en parler dès le début. Moi, je ne me cache pas sur mes réseaux. Je fais de la sensibilisation
Donc, les personnes qui m'approchent savent déjà. Mais il y a plein de drépanocytaires qui ne le disent pas. Et moi, je trouve que c'est une perte de temps, en fait, de ne pas dire à la personne dès le début qu'on a la maladie. Parce que quand on passe plusieurs mois à parler à une personne, à se projeter, à être dans une relation, et qu'au final, tu viens lui avouer que voilà, tu es drépanocytaire et qu'il s'en va, ça détruit encore plus que de dire à la personne dès la base, bon, écoute-moi, tu sais, je suis drépanocytaire et tout. Est-ce que tu es prêt à assumer? Est-ce que tu es prêt à m'accompagner? Est-ce que tu es prêt à être là? Est-ce que toi, tu connais ton statut? Est-ce que tu sais si tu es porteur du gène? Parce que pour une personne qui est SS, il faut obligatoirement un partenaire qui est AA pour que tous les enfants soient AS et qu'il n'y ait aucun risque d'avoir un SS. Donc, il est important également que son partenaire connaisse son statut. Et je me dis que même quand la personne connaît la maladie et que voilà, elle est prête à être là, elle t'accompagne, elle te soutient, si elle ne connaît pas aussi son statut par rapport à la maladie et qu'elle part faire le test après et qu'elle découvre qu'elle a le gène de la drépanocytose, ça détruit également parce que vous ne pouvez pas continuer la relation. Et les sentiments Donc, sont déjà là. voilà, et les sentiments sont déjà là. Donc, moi, vraiment, à chaque fois, je conseille de toujours être transparent dès le début et de montrer à la personne, en fait, son quotidien, de ne pas avoir peur de dire à la personne, moi, je suis fatiguée. Moi, si jamais on se met en couple, si jamais on se marie, pardon, tu ne pourras pas compter H24 sur moi. Il faut que tu sois aussi autonome de ton côté. Et c'est là où ça coince avec vos frères nigériens. Parce que C'est clair. on ne va pas se le cacher. Les hommes chez nous, en majorité, sont égoïstes. Donc, dans une relation, ils ne peuvent pas concevoir d'être, je sais pas moi, d'avoir une femme, pardon? De tout faire par eux-mêmes. Voilà, d'avoir une femme qui soit au top de sa forme, H24. Eux, pour eux, voilà, ils ne se voient pas peut-être faire à manger quand tu es malade, faire le ménage, prendre soin de toi, etc. Donc, ça les freine directement, en fait. Et même quand je me mets en relation avec une personne, je peux juger très facilement si ça sera le genre de personne qui pourra être là quand il le faudra, ou si c'est plutôt le genre de personne vraiment égoïste ou pour lui, la relation, c'est que dans un seul sens, c'est lui l'homme, c'est à lui qu'on doit faire ceci, qu'on doit faire cela. Et je sais que c'est une personne sur laquelle je ne pourrais pas compter. Et franchement, je mets fin à la relation dès que je peux, en fait. Je ne vais même pas loin, en fait, parce que je me dis que ça ne sert à rien. Ça va me faire plus de mal qu'autre chose. Et qu'est-ce que je voulais dire? Désolée, mon idée m'a échappé. Voilà, je voulais dire, par exemple, une fois, je discutais avec une amie qui m'a dit, mais dans ce cas, elle est sûre qu'il y a plein d'hommes, par exemple, qui auraient voulu être avec moi, mais que du fait de la maladie, se disent que non, elle ne pourra pas être une femme, Modèle. elle pourra pas remplir, voilà, elle pourra pas remplir son rôle de femme comme il est prédéfini en Afrique, on le connaît déjà. Donc, ils ne font pas l'effort de vouloir être avec moi, ils passent à autre chose et tout. Et elle m'a dit, mais dans ce cas, pourquoi est-ce que tu ne penses pas à faire l'opération de greffe de moelle osseuse pour guérir de la drépanocytose, pour fonder une famille et tout. Et j'ai trouvé sa question normale. C'est normal de se poser ce genre de questions. Mais moi, aujourd'hui, si je fais la greffe de moelle osseuse, ce ne sera pas dans le but de me marier ou de fonder une famille ou quoi que ce soit. Parce qu'en dehors de la drépanocytose, je ne suis pas immunisée en fait contre les autres maladies. Je ne suis pas immunisée contre un cancer. Je ne suis pas immunisée contre, je sais pas moi, un accident qui peut survenir et puis me retrouver en fauteuil roulant du jour au lendemain. Donc, si dès la base, ton partenaire n'est pas un partenaire où tu sais qu'en cas de problème, tu pourras compter sur lui, tu sais qu'il sera là, tu sais qu'il pourra être là, t'accompagner tout au long de sa vie, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Moi, je ne veux pas de ce genre de relation, en fait. Je vais aller faire une opération, me faire guérir de la drépanocytose. Ok, je vais avoir un mari, fonder une famille.
Et si demain, j'ai un autre problème et que la personne me quitte, moi, d'un côté, je me dis que la drépanocytose me permet de voir le vrai visage de la personne en amont, en fait. Exactement. Je ne pourrais pas être déçue demain si j'ai quelque chose qui m'arrive et que la personne me quitte ou que la personne me tourne le dos. Dès la C'est base, clair. je saurais quel genre de personne c'est. Et donc, je ne me vois pas me changer ou vouloir me guérir juste dans l'optique d'avoir un mari, d'avoir des enfants. Moi, pour moi, le plus important, c'est de savoir avec quel genre de personne on se met et de pouvoir se dire qu'on se met avec une personne pour que ça dure, quoi. Mais moi, je me dis que, en tout cas, moi, c'est quelque chose auquel je crois là. Je sais que chaque personne a sa personne, en fait. Chaque personne a la personne qui lui correspond. Donc, c'est pourquoi je me dis que si tu as tes critères à toi que tu veux voir chez un homme, faut pas essayer de baisser tes standards ou quoi que ce soit. Tu sais ce que tu veux. Et je suis sûre et certaine que chaque personne a une personne qui lui correspond. N'importe le temps que ça va prendre là, ça vaut vraiment le coup d'avoir quelqu'un qui a tous ces critères-là, qui a à peu près tous ces critères-là qu'on souhaiterait voir en cette personne, que de se mettre un peu plus bas et puis à prendre ce qui t'arrive et essayer de faire avec, quoi. C'est Donc, exactement ça. C'est vraiment ça. Et du coup, moi, j'aurais encore une question. Est-ce qu'on peut faire du sport avec la drépanocytose? Oui, on peut faire du sport avec la drépanocytose. Je connais plein de drépanocytaires, dont un même qui tient une page, justement, une page Instagram où il partage son évolution, parce qu'il fait de la musculation, je pense. Et je pense qu'il partage aussi des astuces, etc., pour faire du sport. Mais il faut vraiment écouter son corps, pardon. Il faut écouter son corps, ne pas forcer, bien s'hydrater, voilà, faire les choses doucement. Et moi, par exemple, je ne peux pas faire de sport parce que, comme je vous le disais plus tôt, j'ai des ostéonécroses au niveau des hanches. Donc, je suis en attente d'une prothèse et je suis très limitée par rapport au sport. Je ne peux pas rester debout longtemps, je ne peux pas marcher, je ne peux pas beaucoup marcher. Et donc, voilà, juste à cause de ça, je ne peux pas faire de sport. Mais normalement, quand on choisit les types de sport et qu'on s'adapte et qu'on emménage le sport en fonction, voilà, de ses capacités, on peut quand même faire un peu de sport en tant que drépanocytaire. moi, j'avais une question par rapport. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 petits frères et une petite sœur. Et Dieu merci, eux, ils ne sont pas SS. Ils sont tous AA. Ok. Donc, tu es OK. Parce que Donc, je suis la seule. je regardais les combinaisons possibles. Ça veut dire qu'il y a Oui. quand même une possibilité d'avoir, si par exemple tu as 5 enfants, d'avoir par exemple 4 qui n'ont pas le gène, qui ne vont pas être malades. Mhm. Parce qu'à C'est vrai. la base, je pensais que tous les enfants seraient malades en fait. Non, c'est vraiment la tombola, hein. Après, on Hmm. parle de probabilité et tout en fonction du statut des parents. Mais, par exemple, moi, mes 2 parents sont AS, mais ils auraient pu avoir que des SS, en fait. OK. Ils auraient pu avoir que des SS, ils auraient pu avoir que des AA, ils auraient pu avoir que des AS, tout comme ils pouvaient avoir un mélange des SS, des AS, des AA. C'est vraiment Ça la dépend tombola, vraiment. comme tu as dit. Oui, voilà. Donc, Omar, les- j'aurais une Mhm. pendant les crises, quand vraiment ça va pas du tout, à quoi tu t'accroches? Des trucs Euh, qui te donnent de l'espoir ou je sais pas, à quoi tu t'accroches, qu'est-ce qui te fait du bien? à des petites choses vraiment débiles, hein. C'est-à-dire quand je suis à l'hôpital, par exemple, et que j'aime pas du tout la bouffe de l'hôpital, franchement, la nourriture là-bas est assez spéciale. Par exemple, des fois, je me promets juste
à ma sortie, je vais aller manger, je sais pas, un truc qui me plaît. Et je me dis, non, mais ça va aller. À ta sortie, tu vas manger ce que tu veux, tu vas manger telle chose, tu vas manger telle chose. Et pas que ça m'encourage, mais le fait de me projeter, de repenser à comment j'étais en étant bien portante, repenser à telle chose que je dois faire, tel travail que je dois faire, telle démarche, je sais pas, administrative que je dois faire. Ça me permet de me projeter, en fait, et de me rappeler que Et ce n'est que... Pardon? de penser à autre chose. Voilà, je pense à autre chose et ça me rappelle que c'est normalement c'est passager, en fait. C'est un moment qui va passer et que je vais retourner à ma vie de tous les jours, je vais vaquer. Et surtout, ce qui me fait tenir, c'est ma relation que j'ai avec Dieu. Je vais dire que c'est une relation que j'ai avec lui parce que quand je suis malade, de la même manière dont je suis, comment dire, un peu aigrie, désagréable avec mes proches, ma famille, parce que c'est pas évident d'avoir mal et de pouvoir se comporter comme on est d'habitude. Je sais que j'ai beaucoup de chichi, je fais beaucoup de chichi, je suis un peu aigrie, voilà, je n'arrive pas à... Genre, comment dire, un rien m'énerve, Ça t'irrite. voilà, un rien m'irrite. Et c'est pareil, hein, je parle beaucoup avec Dieu, je lui dis, mais Dieu, je ne comprends pas. J'ai été sage, pourquoi tu me fais ça? J'ai prévu telle chose, pourquoi tu me fais ça? Je lui pose plein de questions aussi. Je lui demande, mais quelle est l'étape maintenant? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Par exemple, quand j'étais à la fac et que voilà, j'étais hospitalisée, que je ratais certains examens, que j'avais peur de ne pas pouvoir valider mon année, je lui posais plein de questions. Je lui disais, oui, mais Dieu, mais pourquoi tu m'as laissé arriver à tel stade? Si c'est pour que voilà, je ne puisse pas aller au bout des choses. Et c'est ça qui me fait du bien, en fait. C'est vraiment placer toute ma confiance en lui d'un côté. C'est vrai que j'ai beaucoup de... Je me questionne, je me pose beaucoup de questions par rapport au futur. Des fois, je me dis, mais tu fais certaines choses, tu, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas partir, tu ne sais pas si cette hospitalisation sera la dernière, mais tu continues comment à faire tes projets, etc. Mais malgré ça, en fait, j'essaie de comprendre les plans de Dieu qu'il a pour moi. J'essaie de me dire, ah, si Dieu m'a envoyé vers tel chemin, si Dieu a fait en sorte que je fasse telle chose, c'est parce qu'il a tel plan pour moi. Et toutes ces discussions-là, la foi que j'ai en lui, la confiance que j'ai en lui, ça fait en sorte que je ne me pose pas de questions, en fait. Je me dis, Oumar, tant que tu es droite, tant que tu essaies d'être une bonne personne, tant que tu essaies de ne pas faire du mal à autrui, tant que tu essaies de t'approcher à ta foi, à ta religion, et que tu es droite dans tes bottes, tu sais que tu n'as rien à te reprocher. Le jour où tu partiras, en fait, tu partiras l'esprit léger, l'esprit tranquille. Donc, même si cette hospitalisation est la dernière, tu sais que tu pars tranquille, en fait. Tu sais que tu as été droite vis-à-vis de ton Seigneur. Et c'est ça qui me fait tenir. Mais la question de la mort, moi, je dirais que c'est un peu, ça peut arriver à tout le monde, en fait. Il y a des gens qui sont bien portants, qui vont se projeter ou bien qui vont, et au final, ils vont partir à un âge très, très jeune. Ils auront même le temps d'avoir vécu leur vie, si tu veux. Donc, je pense que faut pas trop se mettre la pression de ce côté-là. Tu as quand même fait beaucoup de choses. Moi, je me dis, tu as fait de longues études, machallah. Tu travailles et voilà, tu vis ta vie, voilà, tu continues de vivre, quoi. Donc, la mort, ça concerne tout le monde, hein. Ça concerne C'est tout le ça, monde. c'est exactement ça. Et je dirais aussi que, indéniablement, mes proches sont un très grand soutien pour moi. Mes amis, ma famille, Ta c'est famille. eux aussi qui me font tenir parce que je me dis que je n'ai pas le droit de baisser les bras après tout ce que mes parents ont fait pour moi. Et je pense que leur éducation a beaucoup joué sur la personne que je suis actuellement. Par exemple, moi, quand j'étais petite, mes parents n'ont jamais fait de distinction entre mes frères et moi.
d'autant plus que je suis l'aînée. Ils se sont toujours comportés avec moi en ayant des attentes comme les autres parents, les attentes que les autres parents ont de leur aîné, voilà, d'être l'exemple, de montrer l'exemple à ses petits frères, de réussir, etc. Ils ont toujours eu ces attentes-là avec moi. Donc, par exemple, quand je travaille à l'école et que j'avais de mauvaises notes, etc., ils ne m'ont jamais dit, non, mais tu es malade, si tu veux, ne pars pas à l'école, si tu veux, ne fais pas tes devoirs. Non, quand j'étais malade et que je ne pouvais pas, même si je ne pouvais pas m'asseoir pour faire mes devoirs, ma mère se mettait à côté de moi, on faisait nos devoirs ensemble. Mon père, il a toujours été strict avec moi par rapport à mes résultats scolaires, comme mes autres frères et sœurs. Il a toujours, il ne m'a jamais, euh, il n'a jamais mis la maladie au centre en fait de ma vie. Il m'a toujours fait comprendre qu'il s'attendait à ce que, voilà, je me batte, que je fasse les choses euh, comme les autres quand je le pouvais. Et je les trouvais même un peu trop stricts. Souvent, je me disais, mais je suis malade. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi sévères avec moi? Pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas? Mais avec le temps, j'ai compris que dans les moments où ça n'allait pas, ils relâchaient la pression. Ils me laissaient, voilà, me remettre en forme, il m'apportait tout le soutien nécessaire. Mais dès que ça allait mieux, il savait remettre le train en marche, en fait. Me faire comprendre que, OK, tu as eu un moment de faiblesse, tu as eu un moment où tu étais en bas, mais maintenant, il faut reprendre le train en marche, il faut te remettre à travailler, il faut te remettre sur... il faut te remettre à te battre, en fait, pour ce que tu veux obtenir. Et je pense que c'est vraiment très important que les parents euh, te fasse ressortir, te montre que tu as des capacités, t'encourage et te, Ne le te fait traite de pas m'avoir, différemment. voilà, le fait de m'avoir traité comme les autres m'a montré que je pouvais aller loin en fait, je pouvais faire plein de choses, je pouvais moi aussi espérer avoir une vie comme les autres. Aujourd'hui, je ne vais pas juger hein, parce que franchement, la drépanocytose, on n'est pas tous des copies les uns des autres. On n'est pas des copies les uns des autres, mais chacun a son degré de, 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 de chacun a un degré, euh, comment dire, la drépanocytose affecte chacun Différemment. voilà, dans un degré différent, en fait. Il y a certaines qui ont un état de santé beaucoup plus grave, beaucoup plus catastrophique que les autres. Donc, je ne peux pas juger par rapport à ça. Mais je me dis qu'en Afrique, on a un peu cette mentalité de se dire, quand la personne est malade, voilà, il faut la mettre, je sais pas, à la maison, limite la cacher. La drépanocytose, souvent, j'ai l'impression que c'est comme si c'était considéré comme une maladie de la honte. On n'en parle pas. La famille cache les malades, ils n'en parlent pas beaucoup, ils gèrent tout de manière très privée, très intime. Je me dis que ça n'aide pas forcément le malade, en fait, parce que tu te retrouves à avoir l'impression que tu ne peux rien faire, tu es condamné à toujours rester à la maison, à ne pas aller à l'école, à arrêter les études, à ne pas avoir de travail et tout. Alors que c'est important que la famille traite le malade également comme les autres. C'est ça qui te permet d'être épanoui toi-même parce que tu n'es pas toujours renvoyé vers cette différence de te dire, oh, toi, tu es malade, tu n'es pas comme les autres, tu peux pas faire ceci, tu peux pas faire cela. Ça te permet à te dépasser en fait. Et ce qui est important aussi, c'est qu'en Afrique, il n'y a pas de prise en charge. Donc, j'encourage vraiment les drépanocytaires à faire de leur mieux, à faire des études, à faire des formations, à essayer d'avoir un travail, même si ce n'est pas évident, à faire du commerce, à faire une activité, parce que les parents ne sont pas éternels. Même si les parents ont les moyens de te prendre en charge aujourd'hui, demain, ils ne seront plus là. Imagine s'ils ne sont pas là et que le malade lui-même, il n'a pas de revenus. Comment est-ce qu'il va faire, ne serait-ce que pour se soigner? Donc, c'est vraiment important d'avoir un revenu, d'avoir un moyen de pouvoir se prendre en charge soi-même et de ne pas tout le temps compter sur ses proches.
Oui, en parlant d'Afrique, vu on est au Niger, je ne sais pas si les filles ont déjà parlé de ça. Est-ce Mhm. qu'au Niger, il y a des centres, il y a des médecins spécialisés? Est-ce que les frais d'hospitalisation ou les frais, tout, est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il y a des aides? Est-ce que tu sais quelque chose à propos de cela? Oui, on en a déjà parlé. Je Ok. disais qu'il y avait un centre au terminus où il y a des médecins quand même spécialisés sur la maladie et qu'il y a une subvention au niveau des médicaments, des traitements, c'est-à-dire que les malades achètent les traitements avec un prix vraiment inférieur au prix dans les cliniques ou autres, ou à la pharmacie. Mais il y a quand même un coût, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une famille qui n'a même pas de quoi manger, qui n'a même pas 1000 francs ou 500 francs dans la journée, ne peut même pas se faire soigner là-bas parce qu'il y a un minimum. Il faut acheter quand même les médicaments. Il faut quand même avancer certains frais pour acheter les médicaments. Et c'est très, très compliqué. Les soins ne sont pas gratuits pour les drépanocytaires. Donc, il serait vraiment bien qu'on puisse avoir un centre totalement gratuit pour les malades où ils pourront se faire soigner, où ils auront un suivi. Et juste la base, en fait, rien que la base fait défaut. C'est-à-dire pour une douleur, le malade, s'il n'a pas 1000 francs pour acheter l'antidouleur à 1000 francs, il est condamné à rester à la maison. S'il n'a pas de quoi s'acheter un Doliprane ou de l'aspirine, il est condamné à supporter la crise dans la douleur comme ça, en fait. Je pense que les filles, on n'a pas le choix que de couper la... Conclure. Oui, oui, de conclure parce que En tout cas, merci beaucoup, Mal, pour ton partage, pour ta générosité. Comme je pense qu'on a tout été touchés et admiratifs de ton parcours. J'espère que ça me cible d'avoir une vie, d'être comme Moumal, de faire des études, de travailler, de voyager, d'être épanoui, tout simplement. C'est pas Oui. rose tous les jours, mais en tout cas, moi, je sais que Moumal, tu vis mieux que beaucoup de gens bien portants. exactement. Oui. Ça, c'est sûr. Merci, Rabi, vraiment. En tout cas, C'est pour la précision. Oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Et moi, je dirais surtout, il faut que les personnes, les couples pensent à faire leur test avant de se marier. C'est la seule manière de prévenir la drépanocytose et de ne pas infliger cette souffrance à de pauvres innocents, en fait. Il faut vraiment faire les tests avant de se marier, avant de s'engager. Moi, je dis toujours que c'est mieux de connaître son statut avant même de rentrer dans une relation, de se mettre avec quelqu'un pour que dès la base, on se dise, ah, moi je suis AS, moi je suis AS, ça ne peut pas correspondre. Donc, nos chemins se séparent. Après, il y a des moyens de pouvoir avoir des enfants, même quand on est AS tous les deux, même quand on a tous les deux le gène de la drépanocytose. Mais c'est vraiment des, comment dire, ce n'est pas accessible en Afrique, en fait. Soit ça coûte excessivement cher, soit il y a même, en fait, il y a beaucoup de régions qui n'ont pas accès à ce type d'examens qui sont faits sur le fœtus ou bien ne peuvent pas faire de la procréation médicalement assistée en sélectionnant, par exemple, les embryons qui sont sains, qui ne sont pas porteurs de la drépanocytose. Donc, en Afrique, le seul moyen de prévenir le fait d'avoir des enfants drépanocytaires, c'est en faisant les tests. Et c'est vraiment important. D'accord. En tout cas, merci Oumal d'être passé sur le podcast. J'espère que tu aimes bien le podcast que tu as abonné sur. Oui, merci beaucoup à vous de m'avoir invité. J'avais déjà écouté vos précédents podcasts que j'ai adorés. Et je pense qu'il manquait quelque chose comme ça à notre société nigérienne. Et je pense que ça va permettre de libérer la parole par rapport à des sujets qui sont tabous ou pas, mais déjà, ça libère la parole, ça permet d'écouter d'autres personnes, d'échanger sur certains thèmes. Et franchement, merci beaucoup pour ce que vous faites. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans ce podcast-là. Merci beaucoup. Merci, Oumal. Merci, Oumal. J'espère te recevoir très, très bientôt sur un autre sujet. Oui, Inch'Allah. C'était un plaisir. Merci pour votre bienveillance, pour votre compréhension. Franchement, je me sens dans un espace safe, bien,
J'ai parlé comment dire, C'était sans une me sentir discussion. mal à l'aise. Voilà, j'étais vraiment à l'aise avec vous et c'est vraiment bien. Merci. Merci, bye bye.